Alors, on va parler de machine learning. On va faire un petit tour d'horizon de ce qui est capable de faire, de ce qu'on peut faire en tant que développeur aujourd'hui avec ce qui existe du côté du machine learning. Et mon objectif surtout, c'est de vous donner des idées pour peut-être que vous puissiez rendre vos applications un peu plus intelligentes. Tout d'abord, petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Picard. Je travaille chez Google depuis 1 an. Je suis ingénieur software. Dans une vie précédente, j'étais cofondateur de Bookin et aussi, un peu avant, j'ai été un des 3 créateurs du premier livre électronique en Europe. Alors, c'était au siècle dernier, en 1999. C'était une grosse tablette d'1 kilo, un peu comme un iPad, mais qui pèserait 1 kilo. Ça marchait très très bien, donc c'était la préhistoire du livre électronique. Donc, comme vous pouvez le deviner, j'ai fait beaucoup de développement embarqué, des drivers bas niveau, du soft qui tournait sur des petits appareils. Puis ces appareils ont fini par être connectés en Wi-Fi. Et donc, de fil en aiguille, on a développé un écosystème complet avec des VM, etc. Voilà. Je vais vous poser quelques questions pour savoir un peu qui vous êtes. Alors, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Il n'y a aucun développeur. Super. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs data scientists ? Bravo. Donc vous me corrigerez si je dis des bêtises. Il y en a un, si j'ai bien vu. Qui a déjà, d'une façon ou d'une autre, utilisé une solution de machine learning ? D'accord, un bon tiers, on va dire. Et par ailleurs, qui a déjà utilisé des services du cloud, quel que soit le cloud ? Ok, une bonne moitié. Et dernière question, qui est luxembourgeois ? Pas moi. Ok, qui parle plusieurs langues étrangères ? Super, donc gardez ça dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de vos talents vers la fin. Ok ? Alors on va commencer. Donc l'agenda il est très simple, on va faire un petit tour d'horizon et puis après on aura un peu d'action, c'est la partie la plus sympa j'espère. Alors pour commencer, les API dont je vais parler que je connais bien, ce sont celles de Google, de Google Cloud Platform, GCP. Et elles font partie de différentes familles. Vous voyez, un écosystème complet. Alors la première chose que vous pouvez voir, c'est que chez Google, on adore les petits hexagones bleus. Et vous voyez, il y a différentes familles, donc la partie computing, big data, analytique, bien sûr tout ce qui est lié à la sécurité. Plus récemment, tout ce qui est IoT. La partie qu'on va effleurer aujourd'hui, ce sont quelques produits ici, que j'espère bien illustrer en vous donnant beaucoup d'exemples. Et bien sûr, pour tous les développeurs, vous avez des solutions de déploiement, de supervision, de gestion de vos solutions et services. Ok ? Alors, si on prend un peu de recul, j'essaie de faire un peu un constat d'où on en est aujourd'hui par rapport au machine learning. Le machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Alors, tout a commencé avec les data scientists, les scientifiques des données, qui, pour certains, font ça depuis des dizaines d'années. L'intelligence artificielle, ça a même plus de 70 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça depuis 70 ans dans la salle, mais c'est un très vieux sujet. Du point de vue du développeur, en fait, vous pouvez utiliser le machine learning avec les API. Ça sera le sujet aujourd'hui. Et il y a une troisième façon dont vous pouvez bénéficier des fruits de la recherche en machine learning, c'est avec AutoML. Donc c'est une nouvelle solution qui remplit un vide intergalactique, on va dire. Et je vais vous expliquer un petit peu plus, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Mais juste que vous ayez ça en tête pour savoir que ça existe. Alors, sur les API de machine learning, tout d'abord, c'est une API. Donc, vous savez tous ce que c'est une API. Pour ceux qui ont un petit trou, donc, vous faites une requête web, vous récupérez le résultat en sortie, c'est un flux JSON. Bien sûr, ces API peuvent aussi être encapsulées avec des librairies clientes qu'on fournit en open source. Donc on supporte 7 langages différents, le Go, le Python, le Java, le PHP, le Ruby, le .NET, et j'en oublie toujours un, le 7e, vous le trouvez. Comment ça fonctionne ? En fait, pourquoi
à quoi sert le machine learning? En général, vous avez des datas en entrée, vous avez des données, et vous voulez en tirer une information. Alors, donc c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Vos données peuvent être de différentes formes, du texte, des images, du son, de la vidéo. Et en général, vous voulez en obtenir une information plus précise. AutoML, donc je le mentionne aujourd'hui, c'est assez récent, ça date de 2018, en tout cas chez Google. La famille commence tout juste à naître, et comme je vous disais, ça remplit un vide. Aujourd'hui, si vous vouliez profiter du machine learning, il fallait soit être scientifique des données, soit maintenant être développeur. Si vous êtes les deux, ou si vous n'êtes aucun des deux, vous allez quand même pouvoir créer des solutions grâce à AutoML. Alors AutoML, de façon simple, ça repose sur ces API de machine learning, qui sont des réseaux neuronaux pré-entraînés, avec des masses de données énormes, et vous allez pouvoir les personnaliser. Voilà. Donc ce que j'espère, c'est vous revoir un peu plus tard avec une présentation sur le sujet. C'est extrêmement prometteur. Et enfin, la dernière partie, donc pour les data scientists, une des solutions que nous proposons, c'est d'utiliser TensorFlow. Donc TensorFlow, c'est une librairie open source que vous pouvez installer sur votre laptop. Et grâce à cette librairie, vous allez pouvoir créer, concevoir vos propres réseaux neuronaux et les entraîner. Bien sûr, en général, quand vous voulez obtenir un résultat satisfaisant et précis, vous allez pouvoir faire de la prédiction, par exemple, ou de la reconnaissance. En général, il vous faut beaucoup de données en entrée. Et quand vous allez entraîner votre moteur, parfois, avec beaucoup de données, ça va pouvoir prendre des jours, voire même des semaines. Et donc, ce qu'on propose, en plus de TensorFlow, c'est d'utiliser Cloud Machine Learning Engine, où vous allez en fait pouvoir déployer votre modèle TensorFlow dans le cloud. Vous allez pouvoir l'entraîner, au lieu de l'entraîner en plusieurs jours, vous allez pouvoir le faire en quelques heures. Alors pourquoi? Non seulement ça peut utiliser des GPU, donc des cartes graphiques que vous avez vous-même, mais qui sont encore plus puissantes dans le cloud, et on a même conçu des TPU, des Tensor Processing Unit, donc qui sont des cartes, comme des grosses cartes graphiques, mais qui ont été construites depuis le départ pour être capable d'entraîner très très vite des réseaux neuronaux. Voilà. Donc je ne suis pas plus compétent que ça sur le sujet pour le moment, et donc je n'en parlerai pas plus. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par une API très très simple, qui s'appelle Natural Language, donc le langage naturel. Notre donnée de départ, c'est simple, c'est du texte. Et à partir de ce texte, on va vouloir en tirer une information, en général la sémantique. Donc il y a 3 types d'informations qu'on va pouvoir en retirer. On va pouvoir analyser la syntaxe de ce texte, on va pouvoir reconnaître des entités, et on va aussi pouvoir reconnaître des sentiments. Alors, quelques exemples. Je suis un fan historique de Tolkien et de son œuvre, donc je vais avoir pris beaucoup d'exemples sur Tolkien. Donc j'ai pris une phrase qui vient du web, c'est pas bon. Et si je donne cette phrase donc, à l'API de traitement du langage naturel, je vais en récupérer d'une part la langue, on va me dire c'est de l'anglais, ok, bon ça c'est pas très compliqué. Et puis je vais, pour toutes les langues qui sont supportées, pouvoir récupérer la syntaxe de ce bloc de texte que j'ai fourni. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir le genre, le type de chaque partie de la phrase, y compris la ponctuation. Vous allez aussi pouvoir travailler, par exemple, vous avez les lemmes. Donc vous allez pouvoir travailler sur des formes canoniques. Vous allez pouvoir vous abstraire totalement du féminin, des pluriels, des temps, etc. Bon, j'imagine que vous pouvez voir. Donc grâce à ça, vous pouvez indexer des corpus de texte complets et savoir comment votre texte est construit. Si je prends les mêmes phrases et que cette fois, je demande les entités qui sont reconnues dans cette phrase, je vais avoir trois groupes différents, colorés comme cela. Donc le premier groupe, ce sont des personnes. Donc comme vous voyez, j'ai Tolkien qui est reconnu comme une personne. Et on me donne même un lien vers la page Wikipédia liée à Tolkien. Donc là, c'est l'extrait du flux JSON que je reçois. Quand je fais une requête à l'API, je reçois ce résultat-là. La chose sympathique également, c'est que je reçois un identifiant. Donc cet identifiant me permet aussi de m'abstraire totalement du texte, puisqu'il va représenter Tolkien. John Rowell, etc., J.R.R. Tolkien. S'il avait des pseudonymes, il n'en a pas, ce serait toujours le même identifiant, en fait, quelle que soit la forme sous laquelle il est représenté. Il a un fils Tolkien. Si on parle de son fils, de Christopher Tolkien ou de J.R.R. Tolkien, en fait, je vais avoir 2 identifiants différents.
Et ça va être capable de les reconnaître en fonction du contexte. Deuxième entité, British, c'est reconnu comme un lieu, c'est lié au Royaume-Uni. Et enfin, les 3 livres qui sont à la fin de la phrase sont reconnus comme des œuvres d'art, et pour chacun, j'ai aussi un identifiant. Donc assez sympathique, je peux m'abstraire du texte et de la forme de ce texte pour travailler avec des entités, finalement, des identifiants. Et enfin, dans ce texte, on peut reconnaître des sentiments. Alors pour illustrer le propos, j'ai pris 2 critiques du Hobbit, une d'origine du New York Times, donc il y a un petit peu longtemps, et cette critique est très positive. Je ne pensais pas, mais c'était le cas. Et j'en ai pris une un peu plus récente de Pauline, qui vient de Goodreads. Donc Goodreads, c'est un réseau social pour les amoureux des livres. Et Pauline n'a pas du tout aimé le livre. Donc j'ai pris ces 2 critiques, je les ai données à l'API, et ce que j'obtiens, ce sont les différentes phrases avec un score allant de -1 pour bien sûr les phrases négatives à +1 pour les plus positives. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire les 3 phrases du haut viennent de l'article du New York Times, les 3 phrases du bas viennent de Pauline, qui n'a pas du tout aimé le livre, la pauvre, et puis la phrase du milieu vient aussi du New York Times, qui est une phrase relativement neutre. OK ? Donc ce que vous avez vu, on donne du texte en tant que données, on en récupère des informations, et donc on peut comprendre comment ce texte est construit, de quoi il parle, et ce dont il parle, est-ce qu'il en parle positivement ou négativement. Un petit exemple, donc je vous ai parlé de l'API, mais il y a des librairies clients. Donc là, j'ai pris comme exemple Python, et le principe va être toujours le même, c'est une encapsulation de cette API. Ici, par exemple, vous créez un client. Donc il y a juste à installer le package cloud.language. Vous allez créer un client. Ici, vous allez fournir, par exemple, une critique de film. Et après, il suffit d'appeler client.analyzeSentiment et je vais récupérer l'analyse de toutes les phrases avec les différents sentiments qui y sont attachés. Vous voyez, en quelques lignes, je peux faire beaucoup de choses et je ne suis pas du tout data scientist. Alors, un des exemples, Ocado, c'est un retailer, c'est un marchand britannique. Eux ont totalement révolutionné leur façon de traiter le service client. Ils ont des data scientists, donc ils ont des équipes qui savent faire du machine learning eux-mêmes. Et au lieu de réinventer la roue, d'ailleurs ils avaient commencé à la réinventer sur le sujet, ils ont utilisé l'API de traitement du langage naturel pour comprendre tout ce qui vient de leurs utilisateurs. Et si ça vous intéresse, vous faites une recherche. Ils ont écrit plusieurs articles sur le sujet pour décrire ce qu'ils ont fait et les résultats qu'ils en ont obtenus. Peut-être pour illustrer, pour vous donner un exemple. Donc imaginez, on est au Luxembourg, vous avez un service client, bon, il n'est pas là à 24 heures sur 24. Vous êtes une multinationale, vous avez une équipe, on va dire, sur tous les continents. Durant la nuit, vos clients européens vous ont peut-être envoyé un millier d'emails ou un millier de messages à traiter. Sur ce millier de messages, il y en a peut-être 999 qui sont, on va dire, assez standards. Ce sont des messages que vous recevez tous les jours, des retours, du feedback, des questions, etc. Mais il y a peut-être un millième message et qui est arrivé vers la fin, qui vient d'un client qui est très mécontent et qui vous explique que la dernière version qu'il a reçue, lui, dans son cas très particulier, ça ne marche plus du tout, que c'est une catastrophe pour lui. En analysant ces emails, vous allez pouvoir traiter le message négatif en priorité par rapport à tout le reste. Et donc, en ayant exactement les mêmes équipes, vous allez pouvoir être beaucoup plus fluide et résoudre les problèmes beaucoup plus vite. Et même si vous mettez en place, vous avez plusieurs équipes à travers le monde, si vous mettez en place un système de gestion des priorités dans les cas très négatifs, il est même possible, par exemple, que le bug ait été résolu par l'équipe américaine et qu'en fait, quand vous arrivez là le matin, il n'y a plus de problème, c'est résolu. Ok, c'était un petit exemple. Deuxième API. Alors celle-là, je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que vous la connaissez toutes d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais utilisé Google Translate? Bon, personne ne lève la main. Bon, alors c'est très très simple. La donnée, c'est du texte. L'information, c'est du texte, mais dans une langue différente. Vous voulez traduire le texte que vous avez en entrée. Ça fonctionne avec plus d'une centaine de langues différentes. Donc imaginez 100 langues en entrée, 100 langues en sortie, des milliers de combinaisons différentes.
Bien sûr, comme tout à l'heure pour l'analyse en langue naturelle, c'est capable de vous dire, de reconnaître la langue que vous donnez en entrée. Ça fonctionne aussi avec des documents HTML. Donc, imaginez, je reviens sur le cas au cadeau, vous recevez des mails en allemand, dans différentes langues, peut-être que vous allez vouloir tout traiter de façon canonique en anglais, par exemple, pour que le support aux États-Unis puisse automatiquement comprendre ce dont il s'agit. Donc, en HTML, c'est simple, hein, vous prenez vos mails en HTML, vous les donnez, hop, et vous récupérez le même email, mais traduit dans la langue que vous souhaitez. Si vous utilisez Chrome et que vous baladez sur des sites dans des langues, vous avez tous vu la traduction dynamique des pages web. Bon, c'est ce moteur-là qui est utilisé. Un petit point sur lequel je voulais m'étendre un peu, parce que ça ne fait qu'1 an que je travaille chez Google. Il y a 2-3 ans, en tant que Français, j'ai oublié de vous dire, je suis français, j'habite à Paris. En tant que Français, donc j'utilisais bien sûr la fonctionnalité dans Chrome que je vous ai décrite, et les traductions n'étaient pas toujours de qualité égale, il y a quelques années. Et puis, un peu comme à l'époque où je suis passé de Yahoo à Google du jour au lendemain, avec Google Translate, il s'est passé quelque chose, c'est que le niveau de traduction, et notamment pour les langues autres que l'anglais, je pense que vous l'avez remarqué, on va dire, il y a 2 ans et demi, il a subitement, fortement augmenté. Alors, depuis que je suis chez Google, j'ai eu l'explication. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un nouveau modèle. Historiquement, c'était essentiellement un modèle statistique pour la traduction. Et il y a eu un nouveau modèle de développé qui est quasiment à 100% du machine learning. Et grâce à ça, le niveau qualitatif a augmenté énormément. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est un modèle qui apprend en permanence. Quand vous êtes sur Google Translate et que, par exemple, vous dites « cette traduction-là, elle n'est pas bonne », le simple fait de dire qu'elle n'est pas bonne, vous améliorez le modèle. Et il y a des gens qui, en plus, proposent des traductions supplémentaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que le niveau qualitatif a augmenté et que c'est un entraînement permanent. Et donc, on n'est pas encore au niveau des vrais traducteurs humains. Le niveau qualitatif est très bon, mais il y a encore un gap avant qu'on puisse tout traduire de façon parfaite. Petit exemple, comme tout à l'heure, donc je vais passer parce que c'est encore plus simple. Je crée un client et j'appelle .translate sur le texte en spécifiant la langue destination. Si vous voyez dans cet exemple, j'ai plus de commentaires que de vraies lignes de code. Okay. Alors, un petit exemple Airbnb. Alors, Airbnb, ils ont 60% de leurs utilisateurs qui ne parlent pas la même langue à travers le monde. Donc c'est un peu compliqué. Imaginez, voilà mon potentiel et mince, il y a 60% de mon chiffre d'affaires qui n'est pas là. Ils ont utilisé l'API de traduction et ils ont virtuellement tout traduit. Ils traduisent bien sûr les listings, donc les présentations des offres Airbnb, ils traduisent les échanges entre les utilisateurs et ils traduisent aussi les critiques. Donc vous voyez le potentiel. Nouvelle API. Donc cette fois, la donnée, c'est de l'audio. C'est donc speech to text. Donc toujours lié à la langue. Donc ça fonctionne avec plus d'une centaine de langues. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont en temps réel. Et c'est cette brique technologique qui a par exemple permis d'avoir un assistant personnel. Vous parlez à votre assistant, il retranscrit ce que vous lui dites en texte. Et c'est également robuste au bruit. Alors, pour tous ceux qui ont fait un peu de traitement du signal, moi c'était mon cas il y a 20 ans, j'en ai fait un peu en audio, en images, etc. Ce qui est compliqué avec des algorithmes que vous développez, c'est qu'en général, vous voulez des données qui soient très propres. Et là, avec l'audio, c'est très difficile d'avoir un signal très propre. Et bien là, encore une fois, le machine learning est capable de s'abstraire du bruit qui est foncièrement présent au sein du signal. Et pour des usages totalement professionnels, vous pouvez fournir du contexte. Donc par exemple, je veux développer une solution dans un hôpital, ou par exemple j'ai mon médecin traitant, je vais lui développer une petite application, j'en ai marre qu'il dicte à quelqu'un ou qu'il essaye d'écrire à 2 à l'heure ses prescriptions. Donc il va peut-être par exemple pouvoir dicter à son assistant ses prescriptions, sauf qu'il va utiliser beaucoup de termes médicaux, voire même beaucoup d'acronymes.
Bien là, je peux lui fournir un contexte pour aider le modèle à reconnaître plus facilement ces mots très très spécifiques, très métiers. Ok. Petite fonctionnalité sympa aussi, c'est que je donne mon flux audio, je vais pouvoir avoir les timestamps de début et de fin de tous les mots au sein de mon flux audio. Donc ça signifie que je peux indexer. Par exemple, j'ai des vidéos depuis 20 ans, j'ai des vidéos avec mes différentes générations de téléphones. Ces vidéos, je pourrais les passer à cette moulinette-là et savoir tous les mots qui ont été prononcés, bien sûr en récupérant le flux audio, je pourrais totalement indexer et savoir à quel moment tel mot a été prononcé. Petit exemple dans la vie réelle, Hasard. Donc Hasard, c'est une application de rencontre. Ils ont fait comme Airbnb. Hasard, donc prenez 2 personnes dans le monde, elles ne parlent pas la même langue, elles ont envie de se rencontrer parce qu'il y a peut-être des affinités visuelles. Eh bien, non seulement ils traduisent tous les échanges, mais en plus, ils vont transcrire la parole des 2 usagers pour la transformer en texte, pour pouvoir la traduire après. Voilà. Donc c'est une extension, on va dire, de la solution Airbnb. Nouvelle API, cette fois-ci, c'est le contraire. Alors, text to speech. Notre donnée, c'est du texte. On écrit du texte et on récupère ce texte transcrit sous forme de voix. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau en général. En revanche, chez Google, c'est totalement nouveau. C'est assez paradoxal. Alors, pour vous donner un exemple, je vous ai parlé du premier livre électronique européen en 1999. En 2000, j'avais intégré un moteur TTS, text-to-speech, pour lire les livres numériques à voix haute. Ça marchait parfaitement. Les mots étaient synchronisés, on faisait lecture, pause, c'était génial, ça marchait. Sauf que personne ne l'utilisait. C'était le pur gadget. Vous le lanciez, vous aviez un robot qui vous récitait votre ouvrage. C'était insupportable. Donc on est en 2000, il a fallu, on va dire, une petite quinzaine d'années avant d'avoir des solutions acceptables. Il y a beaucoup de sociétés qui ont développé des modèles basés sur les phonèmes, les plus avancés des demi-phonèmes. Donc il y a eu beaucoup de travail, on va dire, algorithmique sur le sujet et ou statistique. Chez Google, en fait, il y a eu quelque chose là, qui est tout récent, qui s'appelle WaveNet, qui a été développé par DeepMind, qui est en l'occurrence une filiale à Londres. DeepMind, vous les connaissez peut-être pour avoir battu champion du monde d'échecs, de Go. Donc ils ont développé des techniques pour être capables d'apprendre en partant de zéro. Et ils l'ont fait pour la synthèse vocale. Je pense que ça vaudrait avec un spécialiste, ça vaudrait vraiment un talk à part entière. Donc si ça vous intéresse, regardez WaveNet et DeepMind, il y a plusieurs articles sur le sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure de la traduction, je vous disais, bon, il y a encore un gap avec la qualité humaine. Pour moi, ici, il n'y a pas de gap. C'est vraiment une technologie que je trouve extrêmement bluffante. D'ailleurs, avec certains de mes collègues, on a fait un petit jeu en interne. On avait des échantillons. Donc, la personne qui avait prononcé une phrase et sur laquelle le modèle a été entraîné, et puis la même phrase prononcée par le modèle, quelques semaines plus tard, après entraînement. Donc on a dû avoir une petite douzaine d'échantillons comme ça. On a joué, et le résultat est qu'on se trompait une fois sur 2. Donc ça signifie qu'on était incapable de discerner la vraie voix de la voix générée. Et bien sûr, c'était pas le même résultat, mais c'est tellement naturel que c'est extrêmement bluffant. Donc aujourd'hui, donc je vous ai dit, c'est à l'état de bêta. On a des voix américaines, britanniques, australiennes, etc., anglaises. J'ai vraiment hâte que les voix européennes arrivent. Ça va bien évidemment arriver. Aujourd'hui, dans les assistants, on a des solutions intermédiaires, mais ça va être déployé, bien sûr, sur toutes les solutions. Et vous allez pouvoir avoir des conversations extrêmement agréables. Et puis, pourquoi pas, dans les livres électroniques, on va enfin pouvoir écouter des livres et croire que c'est quelqu'un qui nous les récite. Si vous avez regardé Google I.O. Il y a quelques semaines, il y a une autre technologie qui a été couplée à WaveNet, c'est la technologie Duplex. Donc c'est une filiale, enfin c'est le bureau israélien de Google qui l'a développé. Duplex, c'est une techno qui permet d'accomplir une tâche bien précise, comme réserver un restaurant par exemple, réserver une table à un restaurant, réserver un rendez-vous chez le coiffeur. Donc il y a eu quelques années de travail sur le sujet, mais le fait d'utiliser WaveNet
et ce modèle qui sait accomplir une tâche bien précise, en fait, on arrive aujourd'hui, et ça va débarquer prochainement, on arrive à demander à son assistant de prendre un rendez-vous. La personne, par exemple, le restaurant qui décroche, a été incapable de discerner, de se rendre compte que c'était une machine qui lui parlait et qui avait un échange avec elle. Nouvelle API, Vision API. Donc cette fois-ci, c'est ma favorite, mais pour des raisons historiques, je vous ai dit que j'avais fait beaucoup de traitements du signal, et en l'occurrence, j'ai fait beaucoup de traitements sur les images. Donc à l'époque, on essayait de reconnaître les contours, pour pouvoir, les contours des objets, pour après pouvoir reconnaître ces objets. Donc c'était de la pure algorithmique. Et en fait, avec des modèles de machine learning, il n'y a plus d'algorithme. Le modèle a appris et il sait reconnaître des labels, il sait reconnaître des visages, il sait reconnaître du texte, il sait reconnaître le type des images, donc du contenu adulte, du contenu violent par exemple, il sait reconnaître des lieux, des monuments, et il sait reconnaître des logos. Petit exemple sur les lieux. Donc j'ai pris une photo, j'habite à Paris, j'ai pris une photo que j'ai trouvée sur le web de Paris. L'API me dit, donc le flux JSON est à droite, c'est Paris, voilà, dans ce rectangle-là, ça parle de Paris, et en plus, ça me donne la position GPS. Bon, ok, c'est assez simple, n'importe qui dans le monde doit pouvoir dire que c'est Paris. Et en plus, doit pouvoir savoir placer Paris. J'ai pris une autre photo où il y a aussi une tour Eiffel, mais ce n'est pas à Paris. Et là, l'API, elle est capable de me dire que c'est l'hôtel Casino Paris à Las Vegas. Donc encore une fois, j'ai un identifiant qui n'est pas le même, bien sûr, que quand on parle de Paris en France. Ce que ça me dit en plus, c'est que c'est capable de me retrouver l'image que moi-même j'ai récupérée, la source de l'image. C'est capable de trouver des images qui ressemblent en partie ou qui sont similaires. Et c'est aussi capable de me donner la liste des pages web qui comportent cette image ou ces images similaires. OK. Donc là, même vous, je vous montre cette photo, vous n'habitez pas Paris. Bon, c'est pas Paris, c'est bizarre. C'est trop flamboyant, il y a quelque chose. Okay. Donc j'ai essayé de pousser les limites du système et j'ai pris une autre photo. Alors cette fois-ci, je l'ai recadrée, j'ai bien zoomé, je l'ai recadrée, je l'ai inversée horizontalement, je l'ai légèrement inclinée pour qu'on ne puisse pas reconnaître d'où elles viennent. Et aussi pour bluffer un Parisien. Donc là, quelqu'un de Paris qui regarde 2 secondes cette photo, il dit « ouais, c'est la tour Eiffel de Paris ». En fait, c'est toujours la tour Eiffel de Las Vegas. Et l'API Vision, elle ne se fait pas avoir, parce qu'elle ne réfléchit pas, elle utilise de la pure reconnaissance toujours de la même façon. Et elle me dit bien que c'est toujours cette même tour Eiffel à Las Vegas. Et alors, pour moi, c'est un peu perturbant, puisque pour moi, ici, le modèle est plus fort que moi-même. C'est-à-dire, là, il faut que je passe 5 secondes, je pense, pour me dire, tiens, effectivement, sur notre tour Eiffel, il n'y a pas ce texte-là, et puis surtout, il n'y a rien en dessous, là, il y a des drapeaux, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc c'est là où je pense qu'on est à la limite où le machine learning, dans certains cas, peut, et sans réfléchir, bien sûr, peut faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire ou pour lesquelles on se tromperait. Autre exemple, donc cette fois-ci, je reviens à Tolkien, j'ai pris, c'est une photo qui est sur le web, c'est une vraie photo, qui est en Nouvelle-Zélande, et qui est liée au Hobbit aussi, donc le petit village du Hobbit, où ça a été tourné. Si je donne cette photo à l'API Vision, voilà le label que ça me donne. Ça parle dans cette photo, ça parle de nature, d'arbres, des plantes. C'est une photographie, il y a du ciel, il y a de l'herbe. Tout est vrai. En plus de ça, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un bloc de texte. Vous voyez le petit panneau ici. Et c'est un panneau qui est assez difficile à lire. Donc c'est pas une fonte elfique, puisqu'on n'arriverait pas du tout à la lire, mais on va dire c'est d'influence elfique. Il y a des petits accents sur les O, sur les A, c'est vraiment stylisé. Et bien, c'est quand même capable de reconnaître que c'est un texte en anglais et qui est écrit « No admittance except on party business ». Il y a juste une faute, c'est que là, ça a regroupé « except » et « on ». Donc, il devrait y avoir un espace. Vous voyez la limite. C'est quand même extrêmement bon, je trouve. Autre exemple, cette fois-ci, j'ai pris une rendition,
je ne sais plus parler français, un rendu de Gollum, donc que quelqu'un a fait en 3D sur le web. Si je donne ce visage-là à l'API, ça me dit oui, il y a un visage, voilà la position des yeux, du nez, de la bouche, etc. Ce que ça me dit aussi, c'est que ça reconnaît le sentiment de ce visage. Ça me dit qu'il est probable que ce visage soit en colère. Bon, c'est vrai, on va dire, Gollum est quasiment tout le temps en colère. Et en plus de ça, des sentiments, de la probabilité de sentiments reconnus, ça peut me dire si la photo est sous-exposée, floue, et même si le visage porte un chapeau ou pas. Okay. Et enfin, comme tout à l'heure dans le texte, c'est capable de reconnaître des entités. Donc cette fois-ci, j'ai pris une photo très rare, que j'avais jamais vue, qui vient d'un journal espagnol. Et j'ai recadré la photo, c'est Tolkien contre un arbre, voilà, dans un parc. Ça reconnaît Tolkien sur la photo. Ça me dit aussi potentiellement que ça parle du Lord of the Rings, etc. Donc c'est dans l'univers où cette photo a été indexée. Et bien sûr, ça me reconnaît voilà, la provenance exacte de cette photo qui est très rare. OK. Voilà comment l'utiliser. Un exemple pour repérer des visages, toujours en Python. Vous créez un client, vous fournissez le contenu, donc là, en l'occurrence, une image. Ça pourrait être la photo de Gollum, par exemple. Et puis, il suffit d'appeler client.faceDetection et vous allez récupérer la liste des visages qui sont au sein de cette photo, avec la probabilité de chaque sentiment pour chaque visage. Ce code-là, on va l'utiliser un peu plus tard. Voilà. Et enfin, dernière API donc pour l'aperçu des différentes possibilités, c'est la Video Intelligence API. Donc c'est assez simple. Vous imaginez ce que vous pouvez faire, vous avez vu ce qu'on peut faire avec les images. Eh bien, cette fois-ci, vous avez une dimension en plus, c'est le temps. Donc je ne vais pas m'appesantir, mais juste peut-être l'exemple qui vous parlera le plus. Je suis par exemple chez moi, je suis en train de prendre une vidéo, je suis dans mon salon, tout à coup mes enfants débarquent en criant, s'amusant, etc. Ça dure 3 secondes, je continue à prendre ma vidéo. Si je la passe sous ce modèle, ça va me dire de tel temps à tel temps, il y a une séquence dans laquelle il y a des enfants qui sont joyeux. Donc encore une fois, vous pouvez imaginer indexer totalement, quasiment tous vos médias pour pouvoir rechercher et trouver les informations qui vous intéressent. OK ? Voilà. Petit tour pour vous donner un aperçu. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un exemple en temps réel. Et pour commencer, une petite démo live. Alors, ici, je suis sur le portail Google Cloud. Donc, tout ce que vous avez vu, les exemples que vous avez vus, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez tout essayer gratuitement, bien sûr, pas en mode production, mais vous pouvez télécharger des exemples et voir le résultat, pour voir si ça vous convient, si ça peut marcher dans votre solution. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par prendre une image que je ne connaissais pas. Je suis désolé, c'est mon inculture par rapport au Luxembourg. Donc c'est une personnalité luxembourgeoise, si vous n'avez pas deviné. Donc là, ça me reconnaît bien le visage dans cette photo, et ça me dit qu'il est possible, probable, que cette personne sourie, soit joyeuse. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, ça me donne la position en 3D du visage. Donc éventuellement, si vous voulez faire des reconstitutions, ça peut servir dans des cas très précis. Donc, voilà le visage qui est reconnu. Dans les labels, alors ça c'est assez rigolo en général, donc ça me dit qu'il y a une personne avec un menton, un front, une personne avec une chemise, qui est plutôt un travailleur à col blanc, un businessman avec un costume. Donc en fait, ce qui se passe souvent, donc c'est un homme politique, ce qui se passe souvent, c'est que typiquement, dès qu'il y a quelqu'un qui est avec un costume et avec une cravate, je vais avoir dans mes labels businessman. Et enfin, alors moi j'ignorais totalement qui c'était, il s'agit de Xavier Bettel, qui est bien reconnu. Et bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est capable de me dire, si je vais tout en bas, de quel site est issue la photo, et y compris les sites sur lesquels cette photo est utilisée, ou s'il y a des photos similaires. Mais donc là, c'est tout. On peut se dire, bon, les résultats sont un peu biaisés. C'est une photo qui est sur Internet, c'est facile, c'est indexé, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos, là, hier et aujourd'hui,
et on va utiliser ces photos. Alors systématiquement, je retire les métadonnées qui sont dans les photos. Vous savez, il y a la position GPS, il peut y avoir des... Bon, je les retire. En fait, on ne les utilise pas. On peut les utiliser si on le demande, par exemple, notamment la position GPS. Mais là j'ai tout retiré par sécurité. Alors, première photo. Donc ça, c'était hier, avant que je vienne ici. J'ai pris une petite photo avant de monter dans l'avion. Donc ce que ça me dit, c'est que, ok, ça parle d'ingénierie aérospatiale, de transport, de voiture, donc c'est peut-être ce petit chariot. Ça parle d'aviation et de technologie. Ok, c'est correct. Ah, ça a reconnu des logos. Mais en fait, ça a reconnu le logo Luxair à 2 endroits. Donc ça, c'est pas mal. Ça, je ne m'y attendais pas. Bon, et sur les entités, voilà. Alors, nouvel exemple. Ça, c'était ce matin. Alors, j'essaye plein de choses, puisqu'en fait, j'essaie toujours de voir les limites, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ça reconnaît non seulement les croissants, mais aussi les pains au chocolat et le petit déjeuner. Bon, c'est pas mal. Je vais vous raconter ma vie avec ça. Alors ça, photo ce matin, donc que j'ai prise à l'arrière. Et c'est très très bon. Ça me dit qu'il y a un auditorium. Bien sûr, c'est une photo unique. Il y a des photos peut-être similaires, mais cette photo, je l'ai prise ce matin. Elle n'est pas encore sur Internet. Elle était uniquement sur mon téléphone. Donc, ça parle d'auditorium, de convention, de conférences académiques, peut-être d'une salle de cinéma. Ouais, c'est un peu... Pardon, oups. J'ai cliqué où il ne fallait pas, voilà. Il y a un public et c'est un centre de convention. Et il y a même un écran. C'est parfait. Ok. C'est, on va dire, toute l'info que j'en tire. Et dernière photo. Donc, le personnel m'a autorisé à aller prendre une photo. Je leur ai demandé si je pouvais le faire. Un peu plus loin. Vous avez peut-être vu un peu ce lieu. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ça me reconnaît 2 visages. Donc ici, il y a un visage de femme qui sourit. Donc, bah oui, elle est joyeuse. Et ici, il y a un visage de capitaine de bateau, je crois, qui lui est impassible, mais en revanche, il porte un chapeau, et c'est ce que ça me dit. Très très bien. Ok, ça marche très bien. Mais de quoi ça parle, cette photo d'autres? En fait, c'est capable de reconnaître, je ne pensais pas que ça allait marcher, c'est capable de reconnaître que c'est un casino, qu'il y a des machines à sous, que c'est une salle récréative, a priori, qu'il y a de la technologie et des appareils électroniques. Donc vous voyez, moi je suis quand même toujours bluffé par les résultats, je m'attends des fois à être déçu, et plus j'essaye et plus ça a l'air de bien fonctionner et de mieux fonctionner à chaque fois. Voilà. Alors, donc tout ça c'est très sympa, mais c'est toujours avec des exemples que moi j'ai choisis, que quand les résultats ne sont pas très bons ou pas très intéressants, je ne vous montre pas. Donc je pourrais être taxé de tricherie ou de sélection naturelle. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu plus et d'avoir une démo interactive avec vous. Okay, donc j'espère que vous avez un smartphone ou un laptop. Connectez-vous, donc soit en 3G, 4G ou Wi-Fi. Je ne sais pas si moi je suis connecté en filaire, donc ça va bien marcher. Essayez d'avoir le meilleur réseau qui fonctionne. Et je vous propose de participer tous ensemble à une petite démo live. Avant tout ça, une petite promesse. Aucun serveur ne va être abîmé, ne va subir de mal pendant ces démos, et il n'y a aucun serveur qui a souffert pour faire cette démo. Alors, une petite blague, c'est juste pour que vous ayez en tête la notion de serverless. Je crois qu'il y a eu un talk plus tôt ce matin. Toute la démo a été faite en mode serverless. Donc, je suis juste un développeur. Je me suis concentré sur le code. J'ai déployé mon code sur le web. J'ai une petite application web qui fonctionne, mais je n'ai eu à configurer aucun serveur. Donc, la promesse du serverless, c'est vous concentrer sur le code. Vous n'avez rien à maintenir. Donc, j'ai tout déployé. Je ne m'occupe pas. Ça fonctionne tout seul. En cas de problème, c'est géré par des ingénieurs dont c'est le métier et qui font ça mieux que tout le monde. Et aussi, par exemple, moi j'ai fait des tests où j'étais tout seul, donc bien sûr ça marche en général. Mais là, je ne sais pas, vous allez peut-être faire le test à 50, 100 ou plus, et bien ça va scaler automatiquement. S'il y a besoin de plus de ressources, je ne m'en occupe pas, ça va marcher automatiquement. Okay, et le dernier intérêt du serverless, c'est
Ça fait à peu près 24 heures que j'ai mis en place la démo. Je m'en suis quasiment pas servi. En fait, on ne paye que quand on s'en sert. On paye à l'usage. Voilà. Les 3 promesses du serverless. Alors, ma démo, je l'ai appelée Stash Club. Donc, pour qui ça veut dire quelque chose, peut-être vous vous souvenez de Fight Club. Il y a 8 règles dans le Fight Club. Moi, je vais vous en donner que 3 pour aller plus vite. Donc, on ne parle pas du Stash Club, s'il vous plaît. On est entre nous. Règle numéro 2, on ne parle pas du Stash Club, mais bon, vous pouvez quand même tweeter. Et règle numéro 3, si c'est votre première fois au Stash Club, tout le monde doit avoir sa stash, ok? Sa moustache. Alors, c'est parti. Donc, ça, c'est mon petit back-end tout pourri. Hein. Je vais... Hop. Voilà. Donc, ça, c'est... Vous pouvez flasher le QR code ou rentrer l'URL bit.ly/vdelux. Et je vais faire comme vous. C'est bon? Ça fonctionne? Je vais vous laisser un peu de temps. OK. Et normalement, vous devriez arriver sur une page comme ça. C'est bon, ça fonctionne? Il y en a encore qui ont besoin de l'URL ou du code? bit.ly bit.ly/vdelux. VDLUX. OK. Alors, écoutez, on va passer à l'étape 1. Donc, vous rafraîchissez la page, vous rentrez un petit pseudo pour éventuellement faire la différence entre plusieurs personnes. Donc, moi, je m'appelle Laurent. Et là, ça va vous demander si vous voulez bien autoriser l'usage de la caméra. Donc, éventuellement, votre photo pourrait apparaître sur l'écran. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Vous ferez la suite. Vous allez avoir un résultat sur votre téléphone, mais aussi potentiellement à l'écran. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est vous prenez une photo et vous essayez d'exprimer des sentiments. Donc, ça va utiliser la Vision API, ça va reconnaître le visage et ça va reconnaître le sentiment. Donc, vous vous souvenez des différents sentiments. Donc, moi, faites-le dans l'ordre que vous voulez, bien sûr, c'est indépendant. Je vais essayer d'être en colère. Voilà, je ne sais pas si j'étais en colère ou triste. Et vous vous souvenez, c'est Stash Club. Donc, comme j'ai la position de tous les éléments, je vais rajouter une petite moustache à tout le monde, ce que vous devriez voir sur votre téléphone. OK, bon. Ça fonctionne de votre côté? Alors, normalement, c'est un peu plus rapide que ça. OK. Bon, je ne sais pas quel sentiment... je vais essayer d'en faire un autre. OK, on ne se moque pas. Hein. Faites-le aussi. Hein. Il y a un sentiment qui est assez difficile, c'est la tristesse, je crois. Donc j'ai réglé les différents seuils différemment. Là, je ressemble vraiment à mon père avec la moustache. Ok, je vais essayer de faire un dernier essai. N'hésitez pas à en faire plus. Je vais finir avec un sourire. Ok, bon, ça fonctionne. Alors c'est un mapping en 2D, hein, vous m'excusez de la moustache, je ne l'ai pas fait en 3D, mais on va voir ce que ça donne. Alors, hop, 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 hop. Alors, voici, là c'est les derniers visages qui ont été reconnus. Bon, a priori ça fonctionne, hein, il y a beaucoup de moustaches, y compris si vous aviez déjà une moustache, hein, ça la rajoute. Ok. Il y a eu tricherie. Ok. Là, voici les gens qui sont joyeux. Alors, j'ai réglé assez large, je pense. Effectivement, on voit des sourires. Peut-être pas là. Là, ça pourrait être interprété un peu comme de la peur ou un sourire. Un peu ambigu. Bon, malheureusement, Trump est joyeux sur celle-là. Ok, donc ça fonctionne. La surprise, très bien. Hein. La moitié surprise, moitié sourire. Ouais, il y a de la surprise, on va dire. Hein. Dans certains cas, ça pourrait être autre chose. Et alors, de la colère, ouais, ça marche pas mal. Et enfin, la tristesse. On est deux à avoir réussi à être triste. Et là, c'est
Bon, parfois il y a des sentiments, mais ils ne sont pas franchement exprimés. Donc là, j'ai mis un peu fourre-tout, tout le reste. Donc, ok, donc vous voyez, ça fonctionne. Alors, comment j'ai fait ça? Alors, je vous ai dit, j'ai utilisé des solutions serverless. Alors, bien sûr, j'avais besoin d'un peu de stockage. Donc, dans la partie de droite, j'ai utilisé 4 buckets. Donc, des buckets, il faut voir ça comme des dossiers dans le cloud. C'est des unités de stockage. Vous mettez ce que vous voulez dedans. En l'occurrence, j'ai mis soit des photos, soit des fichiers de données. Et ce que j'ai fait pour cette première partie de la démo, j'ai développé 3 cloud functions. Une première qui est déclenchée dès qu'une photo est uploadée. Donc votre téléphone prend une photo, elle est uploadée ici. Ici, ça va analyser la photo avec la Vision API. Okay, et ça stocke le résultat dans un second bucket. Dès que le résultat est stocké, en fait, il y a une deuxième fonction qui va être lancée, qui est une fonction de composition et qui va utiliser votre photo et les données de reconnaissance pour ajouter une petite moustache. Le résultat de composition est stocké ici. Si je prenais une photo de vous tous, suffisamment en gros plan, ben, vous auriez tous une petite moustache. Et ça déclenche une troisième fonction qui va prendre le visage dans la photo le plus grand et qui va le couper, le recadrer et stocker le résultat. Et donc le résultat que vous avez vu sur vos téléphones, c'est celui qui est ici et que moi, dans mon petit back-end, j'ai affiché ensuite à l'écran. Okay, je vous propose de poursuivre. Alors, je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Le code. Donc voilà le code. Première fonction, très simple. Je veux savoir si ma photo, quel est le type de ma photo. Est-ce qu'elle est plutôt saine ou pas, normale, on va dire, et je veux reconnaître des visages. Alors à quoi ça sert ça? Mais en fait, je me suis dit, bon, Trump, malheureusement, est reconnu comme une personne normale, mais pour moi, c'est un peu violent comme photo. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc là, c'est mon bucket où il y a les captures. Si je le rafraîchis, il doit y avoir toutes vos captures à vous. Voilà. Je vais rajouter des petits invités. Voilà. Hop, je les rajoute là. Et parmi ces invités, il y a une photo qui est un peu violente. Donc s'il y a des enfants, veuillez sortir. Ok. Et écoutez, on va voir les résultats. Je vais un peu accélérer le rendu, puisqu'il devrait apparaître à la fin. Voilà, donc Trump est une personne normale. Voilà, donc on a les petits invités. Donc c'est Xavier Bettel, c'est ça. On a Macron. On a Wolverine qui est normalement reconnu comme étant en colère. Et puis là, j'ai mis une petite photo de zombie. En fait, la photo a été reconnue comme violente. Et donc dans mon traitement, ici, ce que j'ai fait en plus, quand c'est une photo violente, j'ai flouté la photo au passage. Okay, donc ici, reconnaissance des visages et du type de la photo. Dans la deuxième partie, c'est ici, dans ma deuxième fonction, c'est ici où, en reconnaissant la partie du nez, les différentes parties du nez et de la bouche, je mappe une petite moustache avec un petit logiciel de traitement d'image. Et dans ma dernière fonction, c'est là où je vais flouter la photo si, par exemple, elle est adulte ou violente ou médicale. Et c'est là aussi où je recadre la photo. Tout ça, ça prend ici une trentaine de lignes, ici une bonne centaine, et ici 150 lignes. Et j'en ai un peu rajouté, parce qu'il y a les différents sentiments qui sont reconnus, j'ai essayé de bien mettre le visage au centre, etc. Voilà, donc tout ça est très très simple. On va finir la démo avec la deuxième étape. Donc si vous rafraîchissez, hop, si vous rafraîchissez ou si vous allez à droite, vous allez pouvoir me rentrer du texte. Donc, c'est là où vous allez pouvoir faire appel à vos dons linguistiques, rentrer, moi, des commentaires dans toutes les langues, essayez en luxembourgeois. Le luxembourgeois, pour ceux qui le parlent, est supporté. Moi, ce que je vais faire ici, c'est je vais juste lancer quelques exemples ici. Donc, je traduis tout en français. En général, je fais pas ça. Et donc là, j'ai mis un peu d'anglais. Voilà. OK. Et donc, si vous faites ça en parallèle, donc voilà le feedback. Je traduis tout en français si ce n'est pas en français. Je déteste pastèque, excellent. Donc là, j'ai eu de l'arabe.
il n'est peut-être pas affiché dans le bon ordre, parce que je ne me suis pas occupé de la bidirectionnalité, du néerlandais, peut-être du libanais, non, je ne sais pas ce que c'est, de l'allemand, de l'anglais, etc. Voilà les entités qui sont reconnues. Donc on m'a parlé d'un chanteur, de Midi, de la Coupe du Monde, de luxembourgeois, je crois que c'est moi qui ai parlé de luxembourgeois dans mes exemples. On m'a parlé de l'Allemagne. Les noms qui ont été évoqués, c'est tous, pastèque, framboise, bien sûr, quand ça a été traduit. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un chanteur, c'est ça? C'est un joueur. Voilà. Photo, célébrité, etc. Et enfin, voilà les sentiments que vous avez exprimés. Donc quelqu'un a dit excellent, donc c'est très positif, plutôt génial, merci, heureux, cool, bonne discussion, les opérations sont meilleures que les devs. Quant est le milieu? Ouais, ok. Le mapping service, c'est trop de la balle. Donc un peu de pub par-ci, par-là, merci beaucoup. Donc tout ça, c'est très très positif. L'Allemagne va gagner la Coupe du Monde, donc c'était là qu'on parlait d'Allemagne. Il y a des amoureux qui ont déclaré leur flamme. Coucou Dylan, donc là, moi j'adore les framboises. Je bin ein Berliner, c'est ça. Bienvenue au Luxembourg, etc. Là, on a la partie des phrases qui sont neutres, plutôt neutres. Et voyons voir si vous avez été méchant ou pas. Comment ça va? Alors là, je pense qu'il y a un petit bug. Là, ça n'a pas été traduit. Dans les grosses affaires, ça ne passe plus qu'hier. Je n'aime vraiment pas les passer que c'est moi. Et il y a des choses qui n'ont pas été traduites. Mais je ne sais pas si c'est du luxembourgeois, vous viendrez me dire après. Voilà, donc pour l'essentiel de la démo, c'est vraiment temps de terminer. Je publierai les slides, bien sûr. Vous pouvez tout essayer en ligne. Que ce soit les API de machine learning, vous avez aussi la partie cloud, AutoML et bien sûr TensorFlow. Donc mon objectif, c'était, en tant que développeur, de vous dresser un petit panorama de ce qui était possible de faire, comment rendre vos applications plus intelligentes. Il y a plein de façons de le faire, et parfois, c'est pas la peine de réinventer la roue. N'hésitez pas à me donner des retours sur cette petite URL bit.ly feedback-vdelux, et j'espère que ça vous a donné des idées. Voilà, un grand merci à vous.